Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Antoine Lacroix, le directeur général de Maped Group, qui sera l'invité du grand entretien. Tout à l'heure, on verra comment le secteur de la papeterie et des fournitures s'adapte et s'engage pour l'écologie. Mais d'abord, je reçois Célia Roussin, la fondatrice de Pépites Raisins, entreprise pionnière dans la valorisation des coproduits de la vigne vers des secteurs comme la mode, la cosmétique ou l'alimentation. Dans notre débat, on verra que l'instabilité gouvernementale chronique de la France a des conséquences lourdes pour le secteur de l'énergie, toujours en attente de la PPE, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et puis, dans notre rubrique Start-up et innovation, je vous présenterai Aqualio et ses solutions de stockage d'eau de pluie pour les particuliers. Voilà pour les titres. C'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Célia Roussin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Pépites Raisins que vous avez créée en mars 2023. Je veux bien que vous nous présentiez votre entreprise. Pourquoi vous l'avez créée? C'est quoi le point de départ? Alors le point de départ, c'est le vignoble français. Et c'est après 12 ans dans des grandes maisons en France et à l'international que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de raisins, beaucoup de culture du raisin, mais aussi beaucoup de coproduits du raisin. On se parle à peu près de 20-25% de biomasse qui n'est pas destinée à la production du vin et que cette biomasse était HPI, au potentiel d'impact, au potentiel d'innovation. Et donc, on pouvait certainement faire des choses pour l'innovation durable et des solutions face aux enjeux climatiques. Donc, on est dans une solution au cœur de l'économie circulaire, c'est-à-dire c'est transformer les coproduits, certains disent des déchets, en prendre conscience que ce sont des ressources. De quels coproduits on parle? Alors, on se parle des pots, on se parle des pépins, on se parle parfois des rafles. Vous savez, c'est les tout petits bouts de bois que vous avez sur la table quand vous mangez des raisins. Et on se parle des molécules et matières d'intérêt. Donc il y a un petit peu de génie végétal qui intervient. On regarde vraiment quelles sont les fonctionnalités biologiques, le potentiel qu'il existe dans cette biomasse-là, et ce qu'on peut en faire en boucle ouverte. Donc on travaille avec la mode, notamment, des tanins pour tanner le cuir de façon végétale, avec la parfumerie, de l'alcool de parfumerie. On est à peu près sur... on divise par 3 l'empreinte carbone directionnellement, donc ça a un vrai impact, puisque c'est circulaire. Et là, on travaille en particulier sur une solution pour la vigne, en protection contre un gros champignon qui est dans la vigne, le mildiou. Alors, on va détailler un peu tout ça, mais je voudrais aussi vous l'avez évoqué rapidement, qu'on parle de votre expérience. Vous avez travaillé dans des grandes maisons de champagne, Moët Hennessy pour ne pas la nommer, il y en a peut-être eu d'autres, mais en vous disant quoi? En vous disant, mais il y a de la ressource dont on ne fait rien? C'est quoi la prise de conscience, en fait? Oui, alors déjà, moi, mon parcours, c'est pas un parcours d'ingénieur et pas un parcours de scientifique. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, dans les solutions, il faut qu'on ait une brique business qui nous permette d'être assez vite à l'échelle et assez vite à l'impact, et toujours dans un narratif qui raconte un nouveau monde de solutions. Donc effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur très beaux domaines pendant 12 ans. J'ai vu et j'ai rencontré des personnes remarquables. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de raisins. Et à un moment, je me suis dit, j'ai peut-être plus les outils pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait un chemin personnel où je me suis reformée. Je suis passée à l'Institut des Futurs Souhaitables, à l'Oumia et Entrepreneurs d'Avenir à Cambridge. Et je me suis dit, comment on peut créer un business où on va valoriser ce flux-là qui aujourd'hui est un peu sous-valorisé. Voilà. Il est un peu valorisé quand même. Il est un peu valorisé. Ce qu'on fait avec Pépites Raisins, on regarde que les projets pionniers qui ne sont pas encore à maturité sur les marchés. Mais en revanche, on travaille avec des industriels directement, donc on est à échelle. On a passé, si vous voulez, la paillasse, et on est à échelle puisqu'on parle directement aux grands groupes en termes de biosourcing pour qu'ils puissent changer directement leurs achats. Alors, si on prend par exemple la mode, vous avez commencé à en parler. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans le monde de la mode et comment on transforme un coproduit du raisin finalement en matière première pour une marque de mode? Thomas, je vous donne un exemple. Quand vous buvez du vin rouge, vous pouvez faire tourner un petit peu le vin et dire « Ah, il est tannique, il se passe quelque chose ». Il se trouve que les tanins qu'on a dans le vin sont des tanins dont les marques de cuir ont besoin pour tanner le cuir. Le moment où on a fait ce lien-là, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. On a mené de la R&D avec les labos référents en France, et donc on a un tanin pour tanner le cuir qui permet d'être sourcé en France, en circularité, et d'éviter d'aller soit sur du chrome, soit sur des tanins qui viennent de très loin. Mais qu'est-ce qu'on récupère? Alors on récupère le petit pépin,
Ouais. là. Et de ce petit pépin-là, on extrait les tanins qui sont à l'intérieur. Toute l'extraction est sans solvant, à l'eau, en D'accord. éco-extraction en France. Et alors avec la cosmétique, tiens, par exemple, qu'est-ce que vous Alors, faites avec l'univers, le secteur de la cosmétique? la cosmétique, il y a un marché assez mature aujourd'hui, donc nous, on ne touche pas D'accord. directement sur l'actif. C'est des filières qui sont très structurées, très bien organisées, des marques en place qui sont connues. Donc ça, on n'y va pas puisqu'on n'est pas pionnier. Nous, on regarde vraiment les filières à ouvrir et à accompagner plutôt que celles qui sont déjà en place. En revanche, sur la parfumerie, on a mis en place un alcool qui permet de se substituer à de l'alcool qui est issu notamment de la betterave, et qui n'est pas en circularité. Là, l'alcool est issu de la circularité, c'est-à-dire que le raisin a été le fruit de la culture pour faire du vin, et qu'après ça, on fait de l'alcool de parfumerie. Le secteur du vin est quand même dans une période Oui. difficile, et puis il y a une consommation mondiale qui baisse Oui. structurellement. Donc est-ce que c'est presque vital, c'est-à-dire pour ce secteur-là, non seulement de se réinventer, mais de se trouver des ressources là où elles n'étaient pas, elles n'existaient pas. Ah, il y a beaucoup d'enjeux, effectivement. La filière vin va très mal aujourd'hui, et particulièrement aussi en France, avec une crise sociale réelle, hein, sur certains terroirs. Il y a un enjeu de trouver de nouvelles valorisations, de nouveaux débouchés économiques. C'est là où la brique économique business me paraît fondamentale. Parce qu'on a déjà toutes les solutions, mais il faut qu'on les mette en musique pour que ça crée de la valeur. Et c'est ce qu'on fait. Mais les coproduits du vin, qu'est-ce que ça peut représenter dans le bilan d'un viticulteur? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, sur les solutions qu'on a, on touche directement des acteurs de la filière Mhm. après la viticulture. Et on est en train de travailler, on en a une qui sort pour la viticulture, pour que le revenu aille directement aux vignerons, vigneronnes. Ça prend un peu plus de temps. Ce que ça représente aujourd'hui, ça représente rien. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que face à ce gros potentiel, ça ne représente rien. Qu'ils achètent des solutions à l'externe alors qu'ils pourraient les prendre directement de leur vignoble. Et qu'on est en train de construire ça avec eux. Ce monde de la vigne qui est en train de se réinventer. Vous êtes venu avec un livre, je veux bien que vous me le passiez, parce que je vais le montrer, moi, à l'antenne. 22 actions pour un vignoble durable. J'espère qu'on le voit bien. C'est publié chez Duno Innovation Retour d'expérience. Donc, c'est un partage de ce qui marche déjà, c'est ça? Absolument, c'est un livre fantastique préfacé par Marc-André Sellos, qui connaît très bien la question des sols et du vignoble, Que j'ai reçu écrit plusieurs fois que dans vous d'autres avez reçu émissions. plusieurs fois, Ouais. qui a une voix forte sur ces sujets, et Fanny Barthélémy, qui a une voix également très forte, très intelligente sur ce sujet. On a la chance d'être cité Pépite Raisin dans ce livre comme porteur d'une solution où en fait c'est très simple, on utilise ces extraits de pépins de raisin comme une solution pour les vignerons et les vigneronnes face au mildiou, qui est un champignon majeur dans la Donc, on va viticulture. trouver dans les coproduits en question, alors quoi et comment vous le transformez pour que ça devienne un médicament de la vigne, en quelque sorte. Oui, alors c'est très simple. Si je devais le grossir le trait, c'est comme des anticorps que la vigne crée elle-même. Et ensuite, on va les récupérer et on va lui donner pour booster ses défenses. L'idée, elle n'est pas de moi, elle est de Marc-André Sellos. Quand j'ai lu ses livres et qu'on a fait des liens en se disant, ça se trouve, c'est possible. On a eu toutes les autorisations en début d'année. Et ensuite, on utilise l'expertise industrielle de mon partenaire industriel. C'est une PME qui a plus de 15 ans d'expérience. Donc, vous voyez, c'est déjà assez mature pour être à l'échelle, pour qu'on puisse directement donner au vignoble. On sera en expérimentation grâce à une bourse obtenue par le domaine Penfold qui s'est installé dans le Haut-Médoc, dans le Bordelais. Et aujourd'hui, on a déjà 4 domaines avec nous, deux très beaux. Qu'est-ce que vous allez remplacer? C'est la substitution au cuivre. On se parle de la substitution au cuivre en antimildiou, dont la tolérance d'usage a été baissée de 50% cet été par l'ANSES. Et un gros enjeu pour les viticulteurs, viticultrices. Pour bien comprendre, ça veut dire que l'ANSES limite l'usage du cuivre. Il y a une nouvelle réglementation qui limite l'usage du cuivre. Alors, il y a un nouvel avis qui a été rendu par l'ANSES qui limite effectivement l'usage. Donc, il est urgent de trouver des solutions de remplacement. Et il est urgent de trouver des solutions parce que le mildiou est une des pressions les plus importantes sur le vignoble qui enquiquine fortement la viticulture. Il y a une voie synthétique dans laquelle il faut sortir des pesticides synthétiques, mais le dire n'est pas facile, il faut des solutions. Et il y a la voie biologique qui utilise aujourd'hui aussi du cuivre. Donc on vient avec un outil de la boîte à outils. C'est pas révolutionnaire, mais ça permet d'apporter des solutions durables à la filière. Vous avez un programme qui s'appelle Sol Vivant.
Oui, alors non, c'est le Sol Vivant, c'est pas mon programme. C'est quoi ça? Le programme que j'ai rejoint, il y a 2 programmes. Il y a donc la bourse Penfold, Evermore qui soutient ce projet-là et j'ai rejoint la cohorte de la fondation Alberto de Monaco, Oui. de jeunes entrepreneurs, voix engagées. C'est un programme de leadership Absolument. climatique en quelque sorte. Mondial, En quoi ouais. il consiste ce programme? Écoutez, on est 10 leaders climatiques jeunes et ils ont eu la gentillesse de m'inclure dans cette jeunesse-là. Ce qui est assez frappant sur cette cohorte, c'est qu'on est tous en action, que la circularité est un sujet au cœur des entreprises. Donc, je vous donne l'exemple, Texula, monté par Yara Yousri en Égypte, récupère les millions de tonnes de peaux de banane et en fait des textiles basés sur l'expertise textile de l'Égypte. Elena Martinez, en Dominique républicaine, récupère les algues invasives qui bloquent les littoraux et en fait des biostimulants, des composés d'intérêt. Et Leftaris, qui est en Grèce, a dépollué le plastique de ces littoraux également. Donc voilà, c'est ça qui se passe. C'est une cohorte qui a entre 25 et 37 ans, qui montre que le monde est en action, que les nouveaux modèles sont là, qui sont internationaux, et où j'espère qu'on incarne un nouveau type de leadership. On déplace un peu l'ego en cherchant vraiment l'impact avec des boîtes qui sont robustes. Merci beaucoup Célia Roussin, on souhaite le meilleur à Pépite Raisin. Voilà, on passe tout de suite à notre débat, cette PPE, cette loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui se fait attendre, c'est la résienne, quoi. La PPE, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, se fait attendre. C'est le thème de notre débat. J'accueille Brice Lalonde. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Le président d'équilibre des énergies, ancien ministre. Je ne vais pas faire toute la liste de vos casquettes multiples et passées. Béatrice Delpech, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Enercop. Alors, on va peut-être faire un tout petit peu de pédagogie pour celles et ceux qui connaîtraient éventuellement pas ce qu'est une PPE, une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Brice Lalonde, un, c'est quoi? Et deux, pourquoi c'est quand même dommage de ne pas en avoir? Alors, ça a été décidé en 2015, c'était Ségolène Royal à l'époque, et elle disait c'était fort juste, il fallait quelque chose, un document qui trace la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années, en 2 périodes de 5 ans, et tous les 5 ans, on révise pour voir si on ne s'est pas trompé. Ouais. Et là, on en est à la 3e, mais la 3e, elle devait être publiée il y a 2 ans, et elle ne l'est toujours pas. Et ça, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui doivent faire des gros chèques pour investir. Est-ce que ça va être confirmé ou pas? Il y a beaucoup de filières dans l'énergie, par exemple le bois, qui se dit est-ce que je serai autorisé ou pas parce qu'il y a une querelle sur les particules émises par les cheminées, etc. Donc c'est vraiment important pour l'économie, disons. On est dans une période d'incertitude générale politique aussi, et là encore plus dans le domaine de l'énergie, alors qu'il y a quand même des investissements qui se font attendre. Pourquoi c'est important pour vous, Béatrice Delpech, d'avoir effectivement une vision, une feuille de route? Déjà, ça permet de consolider les filières. Les filières du renouvelable ont besoin de savoir quel est l'horizon qui s'annonce pour elles, en ce moment particulièrement, puisque je vous rappelle que dans une séquence assez courte, on a vu adopter très brièvement un moratoire sur les énergies renouvelables à l'Assemblée. Puis on a entendu dire que c'était un sujet qui pouvait être de nouveau sur la table au moment où Sébastien Lecornu essayait de former un gouvernement. Donc il faut rassurer les filières et leur donner un cap. Et puis on a besoin aussi de savoir que l'ambition de développer les énergies renouvelables est portée politiquement en France et de se dire collectivement qu'on se retrousse les manches et qu'on essaye d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. C'est des enjeux. Alors, voilà, il y a la question des renouvelables, il y a la question du développement du nucléaire, il y a la question de l'adéquation de l'un et de l'autre. Vous, on se connaît pas mal et on a travaillé sur des événements ensemble. Est-ce que vous dites elle arrivera jamais, vu le contexte politique et le fait que tout le monde marche un peu sur des œufs, qu'on est dans une antagonisation finalement des différentes solutions? Entre le moment où elle a été rédigée, disons les brouillons, et aujourd'hui, il y a quand même eu des événements majeurs sur le plan international. Il y a d'abord eu la guerre, et donc
toute l'Europe dit qu'il faut réarmer, donc ça veut dire qu'une partie de l'argent va aller plutôt à l'armement. Il y a eu l'arrivée de Trump qui casse complètement la mobilisation internationale sur le climat et qui va tout d'un coup, en autorisant les fossiles, donner un avantage économique considérable aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, en ce moment, les Européens se disent « Ouh là là, est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'il faut pas faire attention ?» et voilà où on en est. Et en plus de ça, beaucoup de projections très optimistes de la consommation d'énergie en France, par exemple, ou en Europe, ont été démenties. Ça stagne, la consommation stagne. L'électrification, qui est très très importante pour décarboner, elle stagne. Et donc voilà, donc les gens disent ah ben tout ce qui était prévu, les centrales nucléaires, le multiplication par 4 du solaire, par 3 de l'éolien, il y en aura beaucoup trop. Donc voilà où on en est. Ouais. Donc on est à un point de blocage et de polarisation politique. Sur ce moratoire dont vous parliez, moratoire sur le solaire et l'éolien, en fait c'est devenu, c'est pas nouveau, hein, mais c'est devenu, vous avez l'impression d'être un peu l'otage de combats politiques en ce moment? Ah bah oui, politiciens même, puisqu'on voit bien, là, vous avez sans doute vu passer l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les Français sont globalement plutôt favorables aux énergies renouvelables, Oui. plus que leurs représentants politiques en réalité. Et il y a une crispation politicienne sur le sujet. Alors, on peut en comprendre une partie. Il y a des élus qui sont inquiets de savoir si vraiment les gens sont hostiles, est-ce qu'ils vont être élus, s'ils développent du renouvelable sur leur territoire. Mais ce que dit cette étude, et c'est une étude assez importante parce qu'elle interroge un panel large de citoyens, et notamment une part non négligeable de citoyens qui habitent à proximité de centrales PV ou d'éoliennes et qui sont encore plus favorables que ceux qui habitent loin de ces parcs. On voit bien qu'il y a on va dire un hiatus entre ce qu'attendent les Français et ce que craignent les politiciens. Et donc oui, on a un peu l'impression d'être un petit pion dans un jeu politicien, oui. Est-ce que ça a du sens d'opposer, comme certains le font, le nucléaire et le renouvelable? Non, mais la question, c'est que la France a une situation particulière en Europe et même carrément dans le monde. Hein. Oui. Avec un parc nucléaire. Avec une cinquantaine de réacteurs nucléaires qui ont été payés avec l'argent des Français, si je puis dire, et qui peuvent durer 60 à 80 ans, donc on ne sait pas. Et donc, au fond, les gens disent, bah, quand même, ce serait stupide de se priver de ça, utilisons-le. Le problème, ça vient plutôt à la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que ces centrales vont arriver en bout de vie, au bout d'un certain temps, et comment fait-on pour les remplacer? Est-ce que c'est du nouveau nucléaire? C'est ça la question, ou est-ce que c'est essentiellement des renouvelables? Bon, voilà la question. Aujourd'hui, les deux, mais est-ce qu'on a les moyens de développer les deux? Non, c'est les deux. Les deux. À mon avis, de toute manière, c'est les deux. Mais la grande difficulté, c'est qu'on a un marché européen de l'électricité qui est foireux, puisque en ce moment, vous avez des tas de... On a beaucoup d'énergie solaire à l'après-midi. Hein, on appelle ça la cloche solaire. Et donc, tout d'un coup, l'après-midi, à partir de midi, tout d'un coup, avec le soleil qui pousse, hop, il y a plein d'électricité qui arrive, on n'en a pas besoin. Ou on n'en a pas forcément besoin à ce moment-là. Ce qui veut dire que un jour, il faudra sans doute décaler les consommations, mettre des prix d'électricité différents, oui, des heures creuses, des heures pleines, exactement, charger sa voiture électrique, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui fait que les prix sont négatifs, zéro. Alors évidemment, les gens qui investissent dans le solaire, ils ne gagnent pas d'argent avec des prix à zéro, que je vous dise. EDF ne gagne pas non plus d'argent pour avoir assez d'argent pour investir ensuite pour la suite, etc. Donc cette situation, en effet, a fait peur en disant on a assez avec le nucléaire, on n'a pas besoin d'aller s'embêter. En fait, il en faudra bien entendu. Et puis il y a quelque chose de formidable qui se développe, notamment peut-être grâce à vous. C'est l'autoconsommation collective. Là, c'est tout à fait formidable, tout à fait intéressant. Et puis, de manière générale, on voit bien qu'il y a une coexistence entre des moyens centralisés de production d'électricité, qui sont assez gros, et puis des moyens décentralisés, plus proches du consommateur. Donc, il faut inventer ce nouveau système-là. Ouais. Alors justement, je veux bien, parce que j'aurais pu commencer par là, mais bon, on a déjà eu l'occasion de présenter Enercop dans cette émission, mais on est dans un modèle particulier. Il faut peut-être rappeler ce que vous proposez. Alors nous, on est un réseau de coopératives qui développe 3 activités. On est historiquement fournisseur d'énergie renouvelable. On est le premier fournisseur d'énergie renouvelable en France. Évidemment pas par la taille du nombre de foyers que nous fournissons, mais historiquement, on était les premiers à fournir uniquement de l'électricité 100% renouvelable. En ayant inventé un modèle très innovant il y a maintenant 20 ans, on achète en direct des électrons à des producteurs d'énergie renouvelable en France et on leur achète leurs électrons et les garanties d'origine associées. La deuxième activité qu'on développe, c'est qu'on accompagne des particuliers, des professionnels et des collectivités pour toutes les questions liées à la maîtrise de leurs usages. Parce que nous, on croit
très fort à la sobriété, c'est-à-dire qu'on pense qu'il ne s'agit pas de produire plus d'électricité décarbonée seulement, il s'agit aussi de réfléchir à nos usages et de remettre en cause un certain nombre de nos usages. De ne pas tout focaliser sur la décarbonation qui serait en quelque sorte une condition évidemment nécessaire mais non suffisante aux enjeux de lutte contre le dérèglement climatique. Et la troisième activité que nous développons, c'est la production d'énergie renouvelable. On développe nous-mêmes ou on co-développe avec d'autres des projets qui sont pour l'essentiel des projets à gouvernance citoyenne, c'est-à-dire que nous appelons les citoyens non pas seulement aux capitaux de nos projets, mais également à leur gouvernance. Et alors, à quel point, et je vais vous poser la même question après, ce modèle coopératif, parce que vous nous avez cité un sondage, l'étude de la Fondation Jean Jaurès sur l'acceptabilité, mais il y a Oui. quand même des cas de blocage sur souvent plus sur l'éolien d'ailleurs, peut-être instrumentalisé par certains politiques, mais en tout cas, c'est une réalité de blocage sur des nouveaux projets. Donc, est-ce que le modèle coopératif gomme forcément ces blocages? Alors, ils le gomment, non, mais en tout cas, ils permettent de les travailler. C'est-à-dire qu'autour de la table, nous, quand on fait un projet citoyen, on assoit autour de la table la collectivité dans laquelle on va développer le projet, les habitants de cette collectivité, les entreprises qui y sont implantées, les associations qui y vivent, et on réfléchit ensemble à ce dont on a besoin. On veut faire de l'électricité, pourquoi faire? Est-ce qu'on veut alimenter les services publics, les associations? Est-ce qu'on veut un tarif particulier? Voilà, on réfléchit ensemble aux besoins et on réfléchit également aux questions environnementales, on réfléchit également aux questions de retombées économiques. Et donc, en réalité, ça permet d'avoir une adhésion très forte au projet parce que les habitants ont leur mot à dire sur les choix qui sont faits. Et puis, on ne se leurre pas, hein, les projets à gouvernance citoyenne ont des retombées économiques locales beaucoup plus importantes que les autres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est énergie partagée. Brice Lalonde. Alors c'est intéressant parce que moi je ne crois pas à ce mot valise, tarte à la crème de sobriété. Ça veut dire quoi, sobriété? C'est un énorme, ça veut dire beaucoup de choses. Soit ça veut dire on fait attention et c'est bien, soit ça veut dire on se prive et c'est moins bien. Et je pense que moi, je suis plutôt pour la satiété, à chacun selon ses besoins. Mais il faut quand même bien comprendre que nous sommes dans une prise, dans un espèce d'étau entre la Chine et les États-Unis qui se battent pour contrôler l'intelligence artificielle. C'est ça l'enjeu du siècle pour eux. Et ça coûte énormément d'électricité. Et de manière générale, si on veut faire la décarbonation ou la transition, il va falloir faire des véhicules électriques ou des vélos électriques, faire des batteries, il va falloir faire des électrolyseurs pour de l'hydrogène, il va falloir faire énormément En fait, c'est une réindustrialisation. C'est un effort industriel. Donc, je suis pour l'efficacité. Je trouve que l'efficacité, alors c'est évidemment un peu techno, mais c'est ça qui est le truc le plus important. En produisant, en vivant, on essaye de faire au mieux en économisant l'énergie. Mais la société par elle-même, la France par elle-même, l'Europe par elle-même, vraisemblablement, elle produira plus d'énergie ou en tous les cas plus d'électricité. Décarbonée, bien sûr. Et alors, il y a une dernière thématique, c'est l'importation de pétrole et de gaz. On en est où aujourd'hui? C'est dans notre modèle, malgré on est toujours à 55% de fossiles dans notre mix énergie. Hein. On est toujours à l'importation de 55%. Et c'est la raison pour laquelle il faut parler de sobriété, parce qu'en fait, pour l'instant, on ne sait pas faire de transition énergétique. Pour l'instant, on empile les nouvelles manières de fabriquer de l'électricité. Si je voulais paraphraser un président de la République encore en poste, je dirais qu'il n'y a pas d'énergie magique. On fait croire aux Français que l'électricité, c'est magique, on appuie sur un bouton, ça sort, on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas besoin de remettre en cause nos usages d'électricité. Et du coup, on continue à consommer énormément de fossiles, à importer du gaz de schiste américain, etc. Donc vous dire qu'il faut changer de comportement, c'est ce que vous dites, oui, en partie. Absolument. Et vous, Brice Lalonde, vous dites on peut continuer Il faut changer de politique. Voilà, je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas monter un projet de société en disant les gars, ce sera moins pour tout le monde. Hein. Non. C'est pour ça qu'on est coincé un petit peu. Et on est dans une situation paradoxale où d'un côté on dit il faut sauver la filière automobile. Ah non, de l'autre côté on dit moins de voitures, moins de voitures. Enfin, on est tout le temps dans cette situation où on ne sait pas du tout, on ne sait pas quel est le mot d'ordre principal. Le mot d'ordre principal, à mon avis, c'est décarboner, en effet. C'est la transition, c'est sortir des fossiles. Mais ce n'est pas moins, on n'y arrivera pas comme ça. Vous allez mettre tous les Français contre ça. Et déjà, on voit bien qu'il y a ce retour en arrière sur l'écologie qui me fait peur. À un moment donné, il faut quand même dire, non, tout ça c'est désirable, tout ça c'est formidable, tout ça c'est un projet magnifique pour la France et les Français, et allons-y, quoi. Un dernier mot sur je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais vous êtes d'accord sur l'objectif. De transition? Ouais. Ah ben, on ne peut pas ne pas être d'accord avec l'objectif de transition. Et Il pour en ça, va un il peu faut- de la survie de la planète. On donc, est d'accord, moi aussi. Mais pour ça, il faut entraîner les Oui. citoyens. Et effectivement, on est quand même confronté à une période où les citoyens, on a vu comment ils ont voté aux États-Unis, on a vu comment ils ont voté en
en Europe il y a un peu plus un an et demi. Donc, est-ce que le moins, c'est un moyen Non, mais ça, de- pour de- moi, c'est une d'emporter les vision un peu citoyens? caricaturale. Pardon, je pense quand même qu'on est d'accord sur une chose. Je pense aussi qu'il faut une politique publique. Et la sobriété devrait être une politique publique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire moins. Mhm. Toujours pour paraphraser le même président de la République, il ne s'agit pas de transformer nos concitoyens en amiches, Mhm. mais simplement de dire, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir chacun notre véhicule individuel? Est-ce qu'on ne pourrait pas investir dans les transports en commun, dans les transports publics? Comment est-ce qu'on traite différemment les gens qui sont en milieu rural, avec des possibilités de déplacement plus complexes que les gens qui sont Mhm. citadins en centre-ville? Donc c'est pour ça que ce n'est pas une politique de petits gestes où chacun se prive, mais bien une vision collective, publique, concertée, qui va vers un monde plus sympa en fait, plus vivable. Beaucoup. Merci à tous, Merci. à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur bientôt. Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec le patron de MAPED. Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose, vous le savez, chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois le directeur général du groupe MAPED. Bonjour. Bonjour. Lacroix, Bonjour, Thomas. bienvenue. MAPED, entreprise familiale, fondée en 47, c'est ça, 1947, basée à Annecy, aujourd'hui présente dans 120 pays. Est-ce que vous pouvez déjà, avec vos mots à vous, nous rappeler l'histoire de MAPED? Volontiers. Elle a été créée par mon grand-père. C'est une entreprise qui est encore familiale, majorité familiale. On est basé à Annecy, dans les Alpes. Elle a été créée au cœur d'un bassin industriel qui s'appelle le Décolletage, qui borde la rivière Arve, celle qui a sculpté la vallée de Chamonix, qui se déverse dans le Rhône. Et mon grand-père a été prisonnier de guerre en Pologne. Et quand il revient en 44, il loge sa famille sur les bords du lac d'Annecy. Et il s'associe à l'époque avec son beau-frère, qui est une très belle entreprise de précision, qui fait donc de décolletage, c'est de l'usinage par enlèvement de matière. Ouais. Et c'est probablement ça qui le pousse à faire, dans un premier temps, du compas, des produits de géométrie en laiton à l'époque. Il a accès à ces technologies. Et donc pendant 40 ans, MAPED, c'est des coffrets de géométrie à destination des étudiants, ingénieurs. C'est le cas d'autres communions à l'époque. C'est des jolis coffrets assez coûteux. Et quand mon père reprend la direction à la fin des années 80, il va commencer à trader des produits d'Asie. À l'époque, c'est les premières ouvertures vers la Chine notamment. Il commence à importer des ciseaux de Taïwan et il découvre là quand même un gap concurrentiel important, et donc ça va lui donner le goût de la diversification. Les ciseaux seront la première diversification. Il crée une première usine en 91 en Chine. C'est extrêmement précoce à l'époque pour une PME de la taille de MAPED. Et donc c'est la fabrication de ciseaux, la découpe emboutissage des lames, le traitement chimique, la co-injection, etc. Et puis petit à petit, dans les années 90-2000, c'est une diversification tous azimuts pour devenir un acteur généraliste de la trousse scolaire. Aujourd'hui, MAPED, c'est en France pratiquement 2 accessoires scolaires sur 3. Donc accessoires scolaires, c'est le traçage, les compas, les tailles-crayons, les gommes. Et on est effectivement très présent à l'international. Alors on a 3 sites industriels aujourd'hui, dont un site en France qui est lié à une acquisition à l'époque. On avait racheté les gommes Mala au début des années 90. C'est un peu une marque patrimoniale de gommes. Donc on fabrique toujours une 40aine de millions de gommes à Annecy, mais le gros de la production aujourd'hui est entre la Chine et le Mexique, qui est lui aussi issu d'une acquisition à l'époque, qui fournit lui l'Amérique latine, le marché domestique mexicain qui est notre deuxième marché après la France, et puis un petit peu l'Amérique du Nord. Et est-ce qu'il y a des produits papier aussi proposés par MAPED? Alors, on dépend du support papier énormément, mais on ne fabrique pas de papier à proprement parler. C'est vraiment une industrie assez spécifique. On a des champions français. Vous avez Hamelin, Clairefontaine, vous connaissez ces marques. Bien sûr. Donc, on travaille beaucoup avec ces gens-là. Ils font partie de l'interprofession. C'est pas pour autant, c'est loin de nos savoir-faire. Ouais. Vous continuez d'innover, de chercher de nouveaux produits. Je voyais une nouvelle gamme qui est des gourdes, des boîtes à goûter, des sacs isothermes. C'est un peu dans l'ADN du groupe de continuer d'innover? Alors, c'est totalement dans l'ADN d'innover, y compris dans nos familles existantes. Ouais. On est, je pense, on crée de la valeur par la différenciation. Je dirais que le modèle de MAPED a été de prendre des produits très commoditisés. Vous voyez, un taille-crayon, historiquement, c'est un petit bloc en acier usiné, une lame, et d'en faire des produits sexy, désirables, avec des solutions ergonomiques, des solutions d'embellissement aussi. On travaille beaucoup la qualité des matériaux, de la durabilité, on en reparlera, mais c'est à la fois la durabilité et puis ça,
tout un storytelling à l'attention des enfants parce qu'on veut mettre la banane mettre des étoiles dans les yeux des enfants, c'est Ouais. très important pour nous, et aussi à des publics enseignants parce qu'on est dans un secteur qui est académique et l'école c'est fait pour travailler, donc Ouais. aussi des gages de réassurance aux enseignants et aux parents. Mm. Mais on a toujours eu à cœur d'amener tout un ensemble de petites fonctionnalités qui facilitent la vie des enfants. On a des tailles-crayons, des systèmes pour éjecter la mine ou pour éviter des tailles-crayons propres pour éviter la répartition des poudres dans la trousse. Vous voyez, on a des règles incassables, on était précurseurs de la règle incassable. On a des compas avec un levier Ouais. pour stopper l'écartement des branches, pour améliorer la précision, etc. C'est des produits qui sont prescrits par les enseignants aujourd'hui. Ouais. Donc ça fait partie de l'ADN de la marque. Et donc, je parlais des gourdes, boîtes à goûter, etc. On est dans un univers un peu différent, mais qui reste l'univers quoi, des enfants, d'une clientèle qui est la clientèle habituelle de Ouais. Maped. Ouais, c'est tout. On est autour de l'enfant à tous les moments de sa vie, sur tous ses terrains de jeu, sur Mhm. tous ses moments d'apprentissage. D'accord. Et donc, effectivement, quand on a commencé à avoir une décroissance volume à l'international liée à la digitalisation, liée aussi à l'effondrement démographique qu'on connaît, on pourra en reparler, mais c'est un aspect qui touche beaucoup notre industrie, celui du jeu jouet également, dans lequel on a mis un pied récemment. Mais on a commencé à diversifier nos activités pour trouver des relais de croissance en dehors du papier. Et donc, ça a été les loisirs créatifs en 2016, coffret créatif d'apprentissage qui s'appelle Maped Créative, et puis pique-nique, Mm. les gourdes, les sacs isothermes, les lunchbox. À un moment aussi où le contenant nomade, le nomadisme pour les enfants était lié à des changements sociétaux, bien sûr le Covid à l'époque pour des raisons d'hygiène, mais Ouais. aussi le périscolaire, les familles recomposées, etc. Donc il y a aussi une tendance sociétale qui a accompagné cette diversification, et ça fait du bien, alors même que nos marchés historiques sont relativement stables, voire sous tension avec la baisse démographique. Ouais, effectivement. Et vous êtes devenu, Maped est devenue une société à mission en 2022. Oui. C'est quoi la raison d'être déjà Oui. de Maped et puis surtout pourquoi vous avez engagé ce choix? La raison d'être de Maped, c'est donner le pouvoir aux enfants de changer le monde avec leurs mains. Ok. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a Ouais. donner le pouvoir, il y a l'enfant qui est le cœur de notre combat, y compris notre combat éthique, notre combat environnemental, on pourrait y revenir, je pense, et puis changer le monde avec ses mains, parce que toutes nos activités ont un lien avec la main. Donc et c'est le cerveau et la main qui est le prolongement du cerveau. La société à mission, aujourd'hui, donc c'est inscrit dans nos statuts, on est redevable, on est comptable de ces engagements, et on est d'ailleurs bien audité sur ces sujets. Je suis assez ravi de voir que c'est pas juste des paroles en l'air, l'État a à cœur de demander aux entreprises de démontrer l'intérêt général. Ouais. Et donc, nous, c'est l'accès à l'éducation. Dans tous les pays où on est présent, on est aux premières loges de la crise éducative, dans de nombreux pays, notamment du Sud. Donc, on a notamment un fonds de dotation qui vise à financer des partenariats Ça associatifs. s'appelle 1% pour l'éducation, 1% for education. Absolument, c'est ça absolument. Donc c'est 1% de quoi? Des bénéfices? Alors non, du prix de vente. Prix de vente, Sur tout un d'accord. ensemble de produits. Vous avez Ok. aujourd'hui à peu près entre 20 et 25 millions de produits porteurs. Ouais. Donc ça fait à peu près entre 200 et 250 000 euros de collecte. Ok. Et au total, on a un budget à ce titre qui est de l'ordre de 350 000 euros à peu près en 2024, Mhm. qui sera d'un demi-million d'euros, j'espère, d'ici 2026-2027. Ok. Et donc c'est la collecte sur vente qui Mhm. permet de financer des partenariats associatifs dans des domaines très divers. On construit des écoles, on approvisionne du mobilier. On est dans 17, on travaille avec 17 pays aujourd'hui sur plus d'une vingtaine de projets. Ouais. C'est du renforcement scolaire, c'est faciliter le ramassage scolaire dans certaines zones rurales. Enfin, c'est des projets très divers. Comment vous choisissez ces projets? Et puis peut-être aussi, c'est toujours une question importante quand on est dans une démarche qu'on peut dire humanitaire, avec une Ouais. comment vous les contrôlez? C'est une excellente question. Alors, l'idée, ça a toujours été autour à la fois de la société à mission et du fonds, c'était toujours d'embarquer nos collaborateurs, c'est d'en faire un élément d'émulation en interne, et sachant que ça crée des effets qui sont hyper intéressants. Ça fait boule de neige, en fait. Quand vous consacrez un petit peu de temps là-dessus, vous en parlez, vous êtes convaincu, vous êtes picousé à la cause, et ça fait des émules, en fait. Et on aime bien cet effet boule de neige. Donc, on le stimule chez nous, une douzaine de collaborateurs au sein d'un comité de sélection qui fait des appels à projets ou répond à des demandes de projets. Et c'est vrai qu'on a maintenant des curseurs, des indicateurs pour
Typiquement, favoriser des associations déjà qui soient à notre taille. On aime mieux les petites assos pour lesquelles on représente un budget significatif que des grosses machines. C'est un choix purement qui nous appartient. Et puis, on aime bien les assos avec des budgets qui sont gérés au cordeau, c'est-à-dire qu'avec des budgets de frais généraux qui soient proportionnés. On en revient à la question du contrôle, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ils existent, il y a des indicateurs qui permettent de s'assurer que vous avez des montants de coûts directs sur le total des dons qui ne soient pas excessifs. Et donc, on aime bien également monitorer la bonne qualité de gestion et l'efficacité finalement de ces partenaires. Alors, sur le statut d'entreprise à mission, justement, le DG, directeur général de Candia, Romain Derberg, qui était à votre place la semaine dernière, a une question pour vous. Bonjour Antoine, j'ai une question à vous poser. Chez Maped, vous venez de devenir entreprise à mission. Chez Candia, on a la mission qui est chevillée au corps du modèle coopératif. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose dans la vie de vos salariés de devenir entreprise à mission? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est le processus de définition de la raison d'être. Souvent, c'est un moment où tout le monde se pose un peu pour réfléchir à la raison pour laquelle simplement l'entreprise existe, pourquoi on bosse, quoi. Donc il y a eu déjà ce moment-là, puis donc ça rejoint la question de Romain Derberg sur ce que ça change dans l'état d'esprit de vos salariés d'être dans une entreprise à mission. Moi, j'ai souvent le souvenir, à la fin des années 2010, c'est qu'on s'apprêtait à prendre la présidence du groupe avec mon frère, on reparlera de la gouvernance. On parlera de la gouvernance, vous alternez. On alterne, enfin on alterne la présidence et on se partage la direction générale. Et j'ai le souvenir d'une séance de consulting avec le CODIR où en fait quand le consultant nous a demandé, une fille absolument talentueuse d'ailleurs, il me demandait en fait pourquoi on se levait le matin. Tout le monde avait répondu avec un grand smile jusqu'aux oreilles en disant on va doubler le chiffre d'affaires, on va faire 300 millions, parce qu'on faisait 150 millions à l'époque, on va faire 300 millions en 2030. C'était un peu un mantra, on avait fait des plans à 10 ans, etc. À une époque où il était encore possible de se projeter un petit peu dans l'avenir. Par les temps qui courent, j'ai du mal à savoir comment on va atterrir sur octobre. Et à la fois, je m'étais dit, ils ont bien appris leur leçon, on a des bons soldats. Et puis je me disais, est-ce que véritablement c'est ça qui me fait vibrer le matin? Et on a pas mal travaillé là-dessus. C'était un peu une introversion avec mon frère aussi, un moment clé de notre parcours. Et puis donc on a impliqué les salariés, effectivement, comme vous le dites. On s'est tous posé la question collectivement. Le mantra donner le pouvoir aux enfants, il a émergé à ce moment-là. On s'est donné une mission très large, un peu idéaliste peut-être, mais on a accepté cette espèce de prérequis. Et puis, il y avait très clairement déjà une grosse sensibilité environnementale. On travaillait énormément sur ce sujet. C'est peut-être le minimum qu'on doit aux futures générations quand on est impliqué autour de l'enfant comme on l'est. Et puis, il y a eu cette mission, je dirais, un petit peu plus éthique, liée à notre industrie, et parce qu'on avait aussi une lecture des problématiques éducatives. Et en emmenant nos collaborateurs, en faisant un comité de sélection qui vraiment, c'est eux, c'est pas moi, mais j'ai un titre très honorifique dans ce fonds, c'est eux qui font vivre le fonds au quotidien. C'est extrêmement gratifiant, ils font partie du conseil, ils sont décisionnaires. Et je pense que pour eux, c'est très important. Enfin, je pense que, pour répondre à cette excellente question, en tout cas, ceux qui sont impliqués au premier plan dans le fond, très clairement, ils en font, je pense, véritablement une raison d'être. Et c'est une extension de conviction qu'ils ont déjà à titre privé. Et puis, je pense ce qu'on fait en termes environnementaux aujourd'hui, c'est assez unique. C'est pas assez, mais c'est quelque chose qui emmène très, très fortement nos collaborateurs. Et je pense même que certains, si on devait virer notre cutie, changeraient d'employeur du jour au lendemain. Justement, on va en parler de ces actions en matière environnementale. Je m'appuie sur une de vos citations où nous voulons mettre en œuvre notre modèle économique au service d'un modèle social et environnemental vertueux. Et donc, ça suppose un certain nombre d'actions, peut-être une stratégie générale pour limiter, réduire votre impact. On va rester là sur l'impact environnemental. Oui. Depuis quand et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, on a toujours été assez moteur sur l'éco-conception. J'ai même le souvenir, je suis rentré dans l'entreprise en 2010. Et à l'époque, au début des années 2010, on avait une gamme qui s'appelait Green Logic et qui était déjà une espèce de labo de l'éco-conception. C'était des produits qui étaient faits en PET, donc en bouteille, RPET, plastique bouteille recyclé, avec des packs très minimalistes. Il n'y avait pas de plastique à usage unique.
On allait même jusqu'aux encres, la qualité des encres sans solvant, sur les marquages produits, sur les marquages paquets, etc. Donc c'était même made in France pour une partie, ce qui était vraiment une gageure en matière d'accessoires scolaires. C'est très concurrentiel. Et c'est une gamme qui a peu trouvé son marché à l'époque. Elle arrivait très tôt. Trop tôt. Donc ça a été vraiment, on a enchaîné pas mal de fours commerciaux. Depuis 2018, on a énormément affûté nos armes sur ce terrain-là et on s'est engagé à réduire d'un tiers notre empreinte carbone, notre bilan carbone entre 2018 et 2026 sans compensation. D'accord. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup des promesses du genre zéro neutral, carbone neutral 2030, etc. En fait, on sait bien, toute activité humaine a un coût environnemental. On émet, nous, je pense qu'on commercialise entre 200 et 250 millions de produits unitaires par an et 250 millions d'unités de vente consommateurs. Donc on ne peut pas mettre ça sous le tapis en disant on plante un arbre à chaque fois qu'on vend un tel crayon. Mais donc, 30% de baisse entre 2018 et 2026, on y est. Donc, vous l'avez atteint cet objectif? Alors, on est sur le point de l'atteindre. On est à 24,5%. Cette année, on espère faire entre 3 et 4,5%. Ce n'est pas une science exacte parce qu'en plus, il faut retraiter. On fait ça à volume constant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a la décroissance qu'on en profite pour. D'accord. Donc, on compare des pommes avec des pommes. Et on devrait y être. On sera au-delà de 30% en 2026. Et là encore, j'insiste, c'est purement par le re-engineering de nos produits. C'est-à-dire que dans chaque nouveau produit depuis 2018, il y a un volet environnemental dans le cahier des charges. On a des logiciels qui permettent de simuler des parties pris de conception. Qu'est-ce qui se passe si on... Oui, alors concrètement, je ne sais pas, par quoi je vais imaginer que vous cherchez à remplacer par exemple du plastique dans un produit par un autre matériau, par exemple. Oui, ça peut être ça? C'est tout à fait ça. Ou par un plastique vierge par un plastique recyclé. Et idéalement recyclable, parce que ça peut être recyclé, être un perturbateur de tri. Vous voyez, donc on peut réduire des épaisseurs, etc., dès lors que ça ne nuit pas à la durabilité, parce que la durabilité est le meilleur gage qu'on puisse donner à l'environnement. C'est de se servir du produit le plus longtemps possible. On est bien d'accord. Donc c'est toujours ces arbitrages un peu fins. Sur les packs, on a fait des très gros travaux aussi, retirer les plastiques à usage unique sur nos packs. C'est assez divers, mais ça porte vraiment. On a des simulateurs aujourd'hui qui permettent de scénariser des parties pris de conception à usage de nos concepteurs produits. Et donc, on a beaucoup activé ces leviers de l'éco-conception. En parallèle, on a beaucoup réduit l'empreinte de nos sites industriels. On a solarisé l'ensemble des sites aujourd'hui. On va sur des presses électriques, par exemple, presses à injection électrique, par rapport à des presses pneumatiques. C'est de 1 à 3, de 1 à 4, hein, c'est vraiment très important. Alors, je recevais le fondateur de la Fraise du Climat il n'y a pas longtemps dans cette émission qui disait en fait, on est vraiment à une croisée des chemins parce que les entreprises qui ont défini des feuilles de route, effectivement, de RSE, de baisse de bilan carbone, etc. Bon, les premières économies, elles sont faciles parce que on gagne de l'argent en même temps parce qu'on passe au LED, enfin bon, etc. Et puis là, il me disait, là maintenant, on arrive dans le dur. C'est-à-dire que c'est des investissements et c'est des investissements qui rapportent pas forcément. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là? Totalement, c'est très vrai. Alors déjà, je pense que ça ne rapporte jamais rien. De faire ce qu'on a fait, ça ne rapporte pas. Il ne faut pas le faire pour un éventuel héroïque. J'aimerais bien raconter une belle histoire, comme quoi ça crée la préférence consommateur ou ça ouvre les portes de la distribution. En fait, il faut le faire avant tout parce qu'on y croit et parce que ça fédère en interne, je pense. Et peut-être qu'à terme, avec l'évolution de la régulation, etc., européenne notamment, ça peut potentiellement, on ne s'interdit rien. Ce qui est très vrai, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'on a activé les quick wins. Et que s'il fallait se réengager sur un plan à 30% à 6-7 ans, je sais pertinemment qu'on ne le pourrait pas. C'est absolument... Vous ne le ferez pas parce qu'il n'est pas réaliste. En l'état, ce ne serait pas réaliste. La seule manière aujourd'hui de creuser au-delà de la réduction des matières, des switch matières, des packs, des modes de conception, etc., c'est la circularité. Seule façon de... on a décidé de s'aligner avec les accords de Paris. Hein. Vous voyez, vous avez un scénario à 1,5 degré, vous avez un scénario à 2 degrés. Et donc, on veut être sur la médiane de cette courbe. Et on y est tout juste jusqu'à maintenant. Et on sait que pour ne pas décrocher, il faut qu'on puisse mettre en place soit des modèles de collecte. Et ce n'est pas que nous, c'est à l'échelle d'une profession que ça se fait, à l'échelle nationale, à l'échelle d'une interprofession, donc on y travaille. Ou des systèmes, on appelle ça la fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité, mais c'est dans notre cas des systèmes de location aux écoles. Il faut pouvoir s'adresser aux écoles et proposer des systèmes de circuits courts, de réparabilité, d'échanges gratuits, etc.
et le massifier à l'échelle d'une école. C'est-à-dire que ça ne peut pas être de l'épicerie, on n'en a pas les moyens, mais c'est possible à l'échelle d'une école ou d'un groupement d'achat ou d'une administration. Donc, mais on est dans ce terrain de la circularité et de la fonctionnalité. On a pas mal de tests à petite échelle aujourd'hui qu'on essaie de faire remonter au niveau de l'interprofession. Il y a un chemin à faire, mais ça demande beaucoup de volonté. Et avant de transformer, ça va prendre quelques années. Ouais. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez des usines hors de France, en Chine, Mexique aussi, Oui. c'est ça? Oui. Alors, c'est impossible de faire autrement. Parce qu'évidemment, on va vous dire, ah ouais, pourquoi vous allez construire en Chine? Ensuite, les produits, il faut leur faire traverser la planète pour revenir en Europe, Oui, etc., c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, on a toujours été en Chine. Il n'y a pas eu de délocalisation vers la Chine. La réalité, c'est que cette usine chinoise, elle existe depuis 91 et Ouais. en fait, elle a servi le développement du groupe. D'accord. Et d'ailleurs, notre activité industrielle gomme, elle est encore à Annecy, même si c'est extrêmement compliqué. Enfin, je pas. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. C'est-à-dire maintenir, parce qu'on est en ouais. plein débat sur l'industrialisation ou la Ouais. réindustrialisation, enfin, Ouais. maintenir ou faire revenir de l'activité industrielle en France, c'est pas voilà. C'est même Hein? tout l'inverse. Enfin, je crois on en parle, c'est devenu un mantra politique, Oui. mais en fait, on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour industrialiser. Donc, à titre, nous, on n'a pas de projet d'industrialisation ou de réindustrialisation en France. C'est absolument clair. Il y a, le contexte ne le permet pas. Le contexte réglementaire, le contexte fiscal. Les entreprises se font matraquer véritablement, et on a des partis pris assez forts là-dessus. Et il n'y a pas de problème de patriotisme. On paye 80%. On fait un quart de notre chiffre en France. On paye 80% de nos impôts en France. Vous voyez, parce que le siège social, les équipes de développement, on emploie 250 personnes sur Annecy, mais c'est essentiellement des équipes de développement, des équipes support à nos filiales, des équipes qui conçoivent les produits, qui les prototypent, qui les commercialisent. Vous voyez, c'est de la matière grise aujourd'hui et on aime bien voir des mains dans le cambouis qui fabriquent ou qui assemblent des produits, mais en réalité, aujourd'hui, notre valeur ajoutée en tant que groupe français, c'est véritablement de faire des produits que nos concurrents ne savent pas faire, ou qui soient plus désirables, plus compétitifs que ceux de nos concurrents. Donc, et avec cette usine, parlons de la Chine par exemple, vous appliquez dans cette usine les mêmes principes, on parlait de consommation, d'éco-conception, je sais pas, d'énergie solaire, etc., etc. Vous avez tout ça dans cette usine, et même plus. C'est une usine déjà qui est dédiée à Maped, qui nous appartient en propre. Elle est un modèle, je pense, en matière même de social, on prend soin de nos salariés. On a une équipe sino-chinoise, mais également francophone, et qui est avec nous depuis... c'est un tandem de dirigeants, deux femmes chinoises qui sont avec nous depuis 25 ans. Et c'est effectivement solarisé, c'est effectivement complètement monitoré en termes de consommation énergétique. On a des systèmes assez performants de monitoring en temps réel de la consommation. Voilà, que vous avez pu développer peut-être plus facilement là-bas. Bien sûr. Mais oui. Non, mais la Chine va extrêmement vite en matière de réinvention environnementale. Là encore, c'est un débat en soi, il faudrait qu'on en reparle, mais la Chine tient ses engagements, est un des rares pays à tenir ses engagements de réduction. N'oublions pas que les émissions de la Chine, c'est nos émissions qui sont aujourd'hui, qui pèsent sur le pays producteur. Ensuite, le transport amont, vous avez tout à fait raison. On s'épargnerait le transport amont si on fabriquait en France, mais en réalité, il est très optimisé. Et le transport aval, c'est-à-dire le dernier kilomètre vers le client aujourd'hui, c'est 4-5 fois l'impact du transport amont, vous voyez, parce que c'est des produits unitaires dans des inner cartons. Et là, vous réussissez à agir sur ce dernier kilomètre, justement? C'est plus, je pense, le combat de nos partenaires, effectivement, nos clients, de la distribution. Mais on a, nous aussi, un monitoring de nos transporteurs. On impose un label BSCI à l'ensemble de nos partenaires externes, y compris de second rang, y compris des sous-traitants de nos fournisseurs. Donc BSCI, ça garantit également ce type de démarche vis-à-vis de nos partenaires ou sous-traitants. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de gouvernance quand même, parce qu'elle est originale, la gouvernance de Maped. Avec votre frère Romain, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Avec Romain, on se partage déjà une présidence depuis 2019. C'est une présidence tournante, donc c'est un mandat de 3 ans, parce qu'il faut un patron. Donc ça permet d'avoir un décisionnaire ultime à tout moment, et puis quelqu'un qui s'occupe du conseil, qui s'occupe de l'AG, qui s'occupe des tiers parties. Mais la réalité, en fait, c'est surtout une co-direction générale, c'est-à-dire que on se partage un périmètre géographique. Romain est sur les Amériques et l'Asie, moi je suis en charge de la France et de IMIA.
Donc on y a des filiales, on y a des partenaires commerciaux, 130 pays, donc c'est déjà une grosse partie de notre travail. Et puis sur le plan fonctionnel, je suis plutôt sur le cycle de vie produit, marketing R&D, Romain plus sur les opérations, la partie indus, la supply chain, transport, achat, etc. Donc on s'est réparti voilà, les grands postes et c'est très très bien d'être à deux. C'est pas si original que ça. En fait, ça consiste à se partager le travail avec quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Et est-ce que vous poussez la logique, parce que j'ai lu en préparant l'émission qu'il y a une logique de management participatif. Alors les mots sont jolis, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? Avec le reste des salariés, vous voulez dire? C'est vraiment un débat. Si on a 2 minutes, je vais avoir du mal à beaucoup échafauder là-dessus. Mais on a 40 secondes. Ouais, on s'efforce d'être aussi. Je pense qu'on est réellement. Enfin, vous avez raison, ça reste des mots. Je pense qu'on met beaucoup à profit nos équipes. Et que chez Maped, si vous avez un projet, si vous avez des convictions, on vous donne assez facilement un budget, un petit peu de disponibilité pour l'accomplir. Je pense que déjà, on promeut beaucoup cette espèce d'entrepreneuriat interne. Et donc, je m'efforce à ce que ce ne soit pas que des mots, mais que les gens puissent s'exprimer, soit dans leur domaine de compétences, soit, vous l'avez compris, dans des domaines éthiques ou des domaines environnementaux qui demandent également à ce que des experts chez nous s'emparent des grands sujets sociétaux, sociaux, environnementaux. Donc, mais là encore, j'espère que ce n'est pas qu'une incantation et qu'on le fait vivre au quotidien avec nos managers et nos équipes. Merci beaucoup, Antoine Lacroix. Merci infiniment. Et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. Smart ID, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Pascal Laborde, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Aqualio, créé en décembre 2024 avec Bernard Houtin et Jean-Baptiste Micoulot. Mais vous travaillez dessus depuis un peu plus longtemps. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est né à l'été 2022 en Nouvelle-Aquitaine avec les incendies sur le bassin d'Arcachon, mais pas que. On avait des incendies dans les monts d'Arrée, des inondations, la sécheresse. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'eau de pluie. Il devient urgent et vital d'utiliser l'eau de pluie comme alternative, puisque l'eau devient rare, même en France. Voilà. Donc la genèse d'Aqualio est arrivée à ce moment-là. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Alors, notre ADN, c'est de dire arrêtons de mettre de l'eau potable dans les toilettes. Sur les 150 litres d'eau qu'on consomme chaque jour, il y en a au moins 40% qui a pas besoin d'être potable. Donc effectivement, utilisons l'eau de pluie comme alternative pour préserver cette ressource. Donc Aqualio est une solution clé en main qui répond à ce besoin de préserver la ressource. Ouais, effectivement, vous avez donné les chiffres, 148 litres, 150 litres d'eau par jour et par personne, c'est ce qu'on consomme. Peut-être que ça vous surprend, mais c'est la réalité, 150 litres d'eau par jour et 40 à 50% de ces usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Votre solution, vous l'appelez, je crois, hydroterrasse, c'est ça? Exactement. Alors, c'est quoi l'hydroterrasse? En fait, effectivement, il y a 3 briques. Et une de nos innovations, c'est de dire on va donner un double usage à l'objet qui contient l'eau pour faciliter l'adoption. Ouais. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, mais fort de constater qu'on est loin d'être tous équipés. Et donc, en fait, on a créé une terrasse qui, en même temps, stocke l'eau. Voilà. Donc, en fait, quand vous venez acheter une terrasse, c'est une pièce de vie supplémentaire, c'est synonyme de plaisir, d'apéro. Et en fait, c'est en plus une réserve d'eau. Voilà. On est venu compléter ça par un tableau de plomberie intelligent et connecté et une application, ce qu'on fait une solution complètement clé en main. Alors, ce côté connecté, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte de la visibilité aux clients en disant je vois ce que j'économise, je vois ce que je consomme. Ça va nous permettre aussi d'année en année de les accompagner, de leur donner des conseils. On se connecte aux arrosages automatiques du marché. Donc quelqu'un qui va vouloir déclencher son arrosage en début d'après-midi, on va lui dire mais non, plutôt en fin de journée, ou encore mieux, il va pleuvoir demain. Donc aucun intérêt. Et surtout, ils voient l'économie d'eau qu'ils font. Ouais. Alors, et justement, puisque on parlait de chasse d'eau, mais cette eau, est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux pour connecter l'eau que vous récupérez à un réseau qui est le réseau existant dans une maison ou dans un appartement? Alors évidemment, il y a forcément une différence entre la construction neuve et de la rénovation. Bien sûr, ouais. Mais tout d'abord, la surface de captage, on utilise la toiture, donc là, pas de changement. La gouttière, pas de changement. Ouais. Et ensuite, on vient stocker par gravité
sous la terrasse. D'accord. Et donc là, on terrasse de façon très, Ouais. très, très classique. Ensuite, là, on vient faire un raccordement justement à notre panneau de plomberie. Et par contre, on va utiliser la canalisation existante dans la rénovation. Donc, il n'y a pas de double canalisation. C'est souvent une de nos Oui, questions. c'est une des questions. Voilà. Ouais. Et en fait, la deuxième question, c'est de dire, ben oui, mais si j'ai plus d'eau dans les réserves, est-ce que j'ai une continuité de service? Ben oui, effectivement, puisque on a ramené l'eau potable dans ce tableau de plomberie. Et si, malheureusement, il n'y a plus d'eau dans les réserves, on vient basculer automatiquement sur l'eau potable pour assurer la continuité de service à nos clients. Avec une fabrication qui est française. Évidemment, Mmh. la partie panneau de plomberie est fabriquée dans nos ateliers et ensuite, mes fournisseurs, c'est Nouvelle-Aquitaine et France. Oui. C'était un prérequis en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ouais, très important. La proximité, le côté local, fabrication française. Ça fait 20 ans que je fais de l'industrie. C'est important pour moi et pour les 3 cofondateurs. Et ça permet de tenir des coûts malgré un sourcing 100% français, parce qu'on Oui, va alors, dire toujours ah bah oui mais c'est plus cher. Oui, alors parce qu'on a poussé la conception, hein, effectivement, l'éco-conception, on pourrait dire, parce que justement, nos réserves aujourd'hui, on les a créées en 2 morceaux pour pouvoir les empiler, pour éviter de transporter du vide. C'est 100% recyclé. Voilà, donc on a poussé la réflexion pour faire des pièces simples, donc moins coûteuses. En fait, tout ce qui est invisible est très standardisé. Est très industrialisé et tout ce qui est visible est plutôt personnalisable. Merci beaucoup et bravo Pascal Lavore-Bonvent à Aqualio. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la programmation, Mani Pejesh, le réalisateur, et Saïd Mamou, ingénieur du son. Merci à toutes et à tous et à demain. Salut.